Bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons avec notre sujet sur les finances. Hier, nous avons parlé des dettes, comment éviter les dettes, comment sortir sinon de ce cercle infernal. Et nous avons vu avec Mathilde, avec Anne et Aurélie et avec Nadine que un petit peu de maîtrise de soi, ça allait vraiment nous aider à sortir des dettes. Et puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on développe un peu plus sur pour les gens qui sont vraiment endettés, comment concrètement ils peuvent mettre des choses en place dans leur vie pour sortir des dettes et surtout ne plus jamais y retomber, parce que en fait c'est toute une éducation, toute une rééducation qu'on a besoin de faire, et c'est un style de vie, un nouveau style de vie qu'on a besoin d'adopter. Donc mesdames, je compte sur vos bons conseils aujourd'hui, des bons conseils bibliques, hein, vous inquiétez pas, pour nous aider à faire un budget. Premièrement, un budget, est-ce que c'est une bonne idée pour commencer, pour sortir des dettes? Oui, c'est l'idée de base, il faut vraiment faire un budget. Et le but, ce sera éventuellement de faire rentrer plus d'argent, mais surtout d'en faire sortir moins. Et pour en faire sortir moins, il faut savoir où va notre argent. Donc le fait de faire un budget et de le suivre et de le contrôler, ça ne sert à rien d'en faire un si on ne le suit pas, hein, on est d'accord? Donc il faut bien se dire que si on fait un budget, il va falloir qu'on se fasse une discipline peut-être hebdomadaire pour aller vérifier si notre budget est respecté et où est passé notre argent concrètement. Donc la première chose que j'invite les personnes à faire, c'est vraiment se mettre avec un papier, un crayon, une calculatrice et puis faire des colonnes. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Ou alors aller sur un document Excel. Oui, un document Excel, ça va bien, c'est le Il y a des applications aussi pour les téléphones qui sont bien faites. Intelligents et des applications. Il y a des applications il y a aussi des logiciels pour l'ordinateur, mais rien qu'un papier et un crayon, c'est déjà très bon. Mais comment on fait un budget? Parce que on peut mettre notre salaire et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui rentre? Mon salaire, les allocations éventuellement ou d'autres sources de revenus. Je calcule, je fais mon trait, combien il y a dans le mois. Ensuite, qu'est-ce qui va sortir pour d'abord être logé, pour être transporté, pour être nourri, les soins de la personne, les assurances, et vous répertoriez toutes vos catégories de sorties. Vous prenez votre relevé de banque et vous voyez bien où c'est sorti. Hein. Et puis, vous les mettez dans l'ordre. Un relevé de banque, il y en a peut-être qui ne prennent jamais de relevé de banque déjà, donc ils vont peut-être commencer. De toute façon, on a tous à peu près les mêmes catégories. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut prendre soin de soi, il faut se soigner. Il faut se transporter, donc on a les mêmes rubriques. Mais c'est certain que faire un budget, ça va nous pousser à vraiment observer de près. Oui. Où va notre argent? C'est ça, si les gens ne savent même pas c'est quoi un relevé de banque, ben là, c'est certain que... On ne se moque pas, Mathilde. Non, parce que personnellement, je ne suis pas très experte en budget, donc j'apprends de vous, mesdames. Mais c'est certain aussi que ça nous permet, quand on s'assoit pour faire un budget, de voir les dépenses superflues. Des fois, il y a des trucs vraiment, on réalise, mais je paye beaucoup trop cher pour ça. Oui. Des fois, on réorganise. J'ai fait ça, on a fait ça, nous aussi, des fois, réorganiser. Comme la parole qui dit, on s'assoit pour calculer la dépense, pour construire une tour. Et là, on s'assoit et on fait un budget et on voit si on peut aller jusqu'au bout du mois. Et toi, tu parlais tout à l'heure d'applications. Oui, il y a des applications sur le iPhone, dans la Mint et iReconcile, qui sont une des deux applications. Sur les plateformes Android, il y a une application qui s'appelle Mon Argent ou Expense Manager. Ça te permet de faire des calculs. Si vous avez à votre banque, si tout le monde a un compte de banque, sur les sites des banques, en tout cas ici au Canada, il y a toute une rubrique sur le calcul justement de son budget. Il y a des liens qui sont déjà là, qui vont vous permettre même de voir c'est quoi vos objectifs, si vous voulez économiser pour soit une maison, un voyage ou quoi que ce soit, donc vos objectifs financiers, votre situation actuelle, et ça vous permet de sortir des calculs. Et aussi, surtout ici, on utilise beaucoup la carte de guichet. Donc, comme on ne voit pas notre argent, on ne palpe pas l'argent comme tel, des fois, on n'a pas une prise réelle sur combien on dépense par mois. Des fois, on estime trop peu ce qu'on dépense par mois. Donc, si on sort, on va dans notre site bancaire et on regarde vraiment transaction par transaction, on est capable de voir qu'est-ce qu'on dépense. On se fait un budget en étant une colonne de nos revenus, si on est payé par mois, par semaine ou 2 semaines. Nos dépenses fixes, donc le loyer, la voiture, la nourriture, les dépenses optionnelles. Et dans les dépenses optionnelles aussi, il y a d'autres choses aussi. On peut aller chercher de l'argent, comme tu disais.
par exemple, la télévision, magasiner c'est quoi le meilleur plan Internet ou plan télé. Des fois, on peut trouver des rabais. Des fois, en appelant sa compagnie d'assurance, vous pouvez dire, j'ai été client avec vous depuis autant d'années. Est-ce qu'il n'y a pas un rabais que je peux avoir? Bon, la compétition dit autant. C'est des petites choses, mais c'est avec des dollars qu'on fait Et si je peux rajouter quelque chose de pratique à ce que tu dis, des fois, quand on dit à notre compagnie, admettons, de câble, qu'on a trouvé meilleur ailleurs, et bien là, ils vont vraiment essayer de nous garder, ils vont baisser les prix. Donc ça, c'est des choses aussi concrètes qu'on peut faire. Comment? Il faut que ce soit vrai. Oui, absolument. Mais dans le budget, on n'en a pas parlé, mais vous me direz, quand on m'a fait des enseignements sur le budget, il y avait la partie épargne qui était aussi vraiment importante dans le budget. Ne pas juste mettre ce qui rentre et ce qui va sortir, mais prévoir une partie épargne qu'on va mettre de côté chaque mois ou chaque semaine, dépendamment de comment l'argent rentre. Il y a deux types d'épargne aussi, parce que c'est vrai, on dit à peu près 1/10 de nos revenus en épargne. Ça, c'est ce qui est bon au niveau des prévisions. Mais il y a aussi une épargne à court terme, c'est-à-dire que tu as des dépenses qui reviennent qu'une fois par an. Chaque année, tu peux avoir une dépense, je dis les vacances, mais ça peut être des choses, je sais pas, le bois de chauffage ou faire rentrer du mazout pour ceux qui sont chauffés au mazout. Il y a des dépenses qui sont extrêmement importantes, mais qui ont lieu qu'une fois ou 2 fois dans l'année. Et là, c'est une sorte d'épargne provision, c'est-à-dire qu'on va, en plus de notre petite épargne, enfin idéalement, je vous dis, il faudrait qu'elle soit autour de 10%, mais on va se faire une catégorie provision en disant, bon, si j'ai 2 000 € de mazout à payer au mois de septembre, il faut que chaque mois je mette, et vous divisez. Là, on prévoit en fait. Il faut prévoir. Parce qu'au mois de septembre, on ne se retrouve pas. Une des causes de l'endettement, c'est qu'on arrive sur l'objet, on arrive sur l'obstacle et on n'a pas d'argent de côté. Et c'est typiquement ce qui se passe, où la voiture tombe en panne, il faut la remplacer, on n'a pas d'argent de côté. Donc on sait qu'une auto, mon auto, elle en a encore pour 4 ans. Si je la rachète, ça va me coûter tant, il faut que j'ai mis tant d'argent sur 4 années. Puis vous divisez par le nombre de mois et vous aurez ce qu'il faut mettre de côté chaque mois. Et l'intérêt, c'est que quand vous allez arriver sur l'obstacle, quand il va falloir payer la nouvelle voiture ou le mazout, vous avez déjà provisionné. La provision, c'est quelque chose d'indispensable pour vous empêcher de vous endetter. Mais du coup, là, on parle d'un budget à long terme. C'est pas un budget juste pour cette semaine ou pour ce mois-ci. Ça nécessite de faire un budget du début à la fin de l'année. La première étape, c'est déjà bien de faire un budget pour ton mois. Ça, c'est une première bonne étape. Mais si on veut vraiment bien faire les choses, il y a des mois, vous allez beaucoup moins dépenser que d'autres mois. Si au mois de septembre, il y a la rentrée scolaire, il va y avoir des grosses sorties d'argent. Donc, idéalement, il faut vraiment anticiper votre année. Et faire une planification à l'année, c'est vraiment bien mieux qu'au mois. Mais c'est une bonne étape de faire déjà au mois. On peut déjà commencer par le faire au mois. Pour quelqu'un qui n'en faisait pas du tout. Et puis de suivre. Parce qu'un budget, ça va vous prendre quelques heures, peut-être 2 heures ou 3 heures. Mais si vous ne le suivez pas, votre budget, ça ne servira à rien. Donc après, il faut avoir un petit carnet ou une application si vous êtes sur Android ou sur iOS. Et si vous avez une petite application, un cahier, vous allez tout noter ce qui sort. Puis à la fin de votre semaine ou de votre mois, vous allez voir vraiment le poids de vos dépenses. Si vous avez dépensé 400 € de restaurant, vous avez un problème. Et des fois, ça part vite. On oublie de prendre son sandwich à midi, on va au restaurant 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et c'est des dépenses comme ça qui, au bout de l'année, font des sommes folles. Ou des cosmétiques, si vous êtes folle de cosmétiques, et hop, un tube à 40 par là, un tube à 20 par là. Puis au bout de l'année, ça va faire une très grosse somme. Donc il faut savoir où va votre argent, il faut noter. Parce que si on ne note pas, en fait, le danger, c'est de ne même pas être conscient de ce qu'on en a fait. Parce que comme tu dis, on a la carte, tu passes, tant que la carte elle passe, il n'y a pas d'argent concret dans tes mains, t'as un petit café par-ci, un petit sandwich par-là, puis au final, on arrive à des sommes. Et c'est pas forcément que des gens qui n'ont pas les moyens qui s'endettent, ça peut être juste une mauvaise gestion. Mais comment on peut faire pour dissocier ce qui est vital, ce qui est absolument prioritaire dans un budget de ce qui ne l'est pas? Mais comme, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est utiliser la carte, acheter un café. Quand elle parle de planification, c'est une autre chose. Planifier pour son repas du midi quand on travaille. Des fois, ne pas amener son lunch au travail et acheter un sandwich à la cafétéria et tout ça. Ça s'accumule, c'est 10 $ par jour, c'est 50 $ à la semaine, c'est 200 $ à la fin du mois, c'est beaucoup d'argent. Donc quand tu regardes ton budget par rapport à toi, par rapport à tes moyens, tu peux savoir
il y a des dépenses, comme j'ai dit, il y a des dépenses qui sont fixes. Se loger, se nourrir, se vêtir, ça c'est incontournable. Une assurance, voiture ou maison, des fois c'est même obligatoire. Les taxes scolaires, les taxes municipales, c'est des dépenses obligatoires qui arrivent à un moment donné précis. Le reste, maintenant, ça devient, est-ce que c'est du superflu ou est-ce que c'est du nécessaire? C'est nous-mêmes aussi dans notre jugement. Du superflu, peut-être acheter une boîte de couches, pour moi c'est superflu, j'ai pas de bébé, mais pour une autre personne, ce serait nécessaire, tu vois. Donc c'est par rapport aussi à ta situation chez toi à la maison, des vêtements, des fois c'est superflu, comme j'avais raconté l'émission passée de mes amis qui sont achetés des bottes en plein été. C'est de la planification, si c'est une paire de bottes, ça devient du superflu si c'est 4 paires de bottes. Donc, c'est regarder maintenant par rapport à sa situation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement de plus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces bottes de plus? Un manteau, oui, j'en ai besoin, j'en ai déjà un. Ça suffit selon mes moyens. Je me permettrai un manteau l'année prochaine. Et acheter dans des bonnes saisons. Des fois, les choses d'hiver sont moins chères quand on les achète à la fin de la saison, tu vois. Mais des fois, on n'y pense pas parce qu'il fait beau, on ne pense pas aller s'acheter des manteaux d'hiver, mais c'est là le moment justement. Et si on le planifie à long terme, on est capable de le faire. Et dans les comptes épargne, on a la possibilité de s'ouvrir des comptes. Bon, ici, c'est gratuit en tout cas, de s'ouvrir plusieurs comptes épargne et tu peux mettre, ok, je demande un retrait automatique de $20 que je vais accumuler au bout de l'année, ça me fera tant de montant pour telle chose, du moment évidemment que tu n'as pas accès à ces comptes aussi. Parce que si on est dans l'endettement, c'est parce qu'on dépense un peu. Ouais. Donc, il faut s'assurer aussi que c'est des comptes qui n'ont pas accès au guichet parce que sinon, tu reviens Moi, ce qu'on m'avait aussi à enseigner, c'était bien de dissocier des actifs et des dépenses. Les actifs, c'est ce qui nous permet de générer de l'argent de nous-mêmes et les dépenses, c'est ce qui, une fois qu'on a utilisé l'argent est vraiment parti, l'argent n'est plus à nous. Mais l'actif, c'est par exemple si quelqu'un fait, je sais pas, on va dire chauffeur de taxi, tout ce qui rentre, tout ce qui va rentrer comme bénéfice, son taxi produit un actif. Donc ça, une fois qu'on a ce type, je sais pas, dépendamment de où on vit, dépendamment de ce qu'on fait dans la vie, il faut savoir identifier qu'est-ce qui, moi, me fait rentrer de l'argent et qu'est-ce qui fait en sorte que l'argent sort. Parce que si tout sort sans que rien ne rentre, ou si c'est juste le salaire qui rentre et qu'on n'a pas des actifs, des sources de revenus qui nous permettent de générer de l'argent, on se retrouve dans une situation, parfois on est obligé de s'endetter lorsqu'on a un imprévu ou des choses de la sorte. Et on parle de nourriture, je prends ça comme exemple, mais on peut avoir un budget nourriture qui est en fait trop élevé comparé à ce qui pourrait être, mais comment on fait pour savoir si on est dans la norme ou si on est passé à un excès que on sait pas. Moi je connaissais quelqu'un, il allait à l'épicerie, il ne savait juste pas qu'il y avait des produits en haut et en bas. Tous les seuls produits qui existaient, c'était ceux qui étaient à sa portée de vue, et donc c'est les produits les plus chers, les dernières choses qui sortaient, etc. Il avait pas connaissance de ce qu'il y avait ni en haut ni en bas. Donc quelquefois on peut avoir un budget, on peut se dire je mets tant dans ma nourriture, mais en fait même là déjà on est dans un déséquilibre. Il y avait une étude très récente d'ailleurs qui a été faite, je crois, par une faculté de nutrition d'une université montréalaise, et en fait ils ont compté ce que combien ça revenait par personne si on prépare soi-même ses affaires pour manger de façon équilibrée et raisonnable. Ni trop, pas de restaurant, et puis pas de choses préparées qui coûtent de toute façon plus cher. Et ils avaient conclu pour une famille de 4, il fallait $190 par semaine pour 4. Donc, je croyais que tu allais dire par mois. Donc ça fait, je sais pas, €150 par semaine pour 4. À condition de, tu fais toi-même le maximum, vraiment le maximum. Et ça peut être un bon moyen de commencer son budget, de se donner ce... Mais c'est certain aussi, côté vraiment très pratico-pratique, si on sait qu'on achète qu'est-ce qui est en spécial, les promos, déjà on sait qu'on a fait une meilleure affaire que... Des fois, admettons, il y a 2 sortes de poulet. Il y a le poulet pas en spécial, et il y en a un en spécial, mais je vais prendre celui qui est en spécial. Non, mais j'ai déjà été caissière à l'épicerie, et ça m'impressionnait toujours comment... Des fois, je voyais des gens, mais ils regardent vraiment rien. Tu sais, la bouteille de ketchup, ils ont pris la plus chère, mais juste à côté, il y avait celle en spécial. Ça nous oblige à savoir cuisiner, ça. Ça, c'est une bonne chose. Tu rigoles, mais c'est la base pour se désendetter, c'est de bien savoir cuisiner. Tu vas sur Internet, il y a plein de recettes, et puis il y a plein aussi de blogs, de conseils pour
préparer ses affaires soi-même, puis gagner des sous. Finalement, au bout du compte, si vous avez préparé votre pizza et vous est revenu peut-être à 3 €, plutôt que d'en acheter une à 7. Déjà fait. Et déjà, se parler déjà entre femmes, de te donner des idées, ou des fois même, tu peux par exemple dire, ici on a Costco par exemple qui vend en gros, peut-être pour toi avec 2 enfants c'est trop, mais si vous vous mettez avec un autre couple d'amis à 2, mais vous allez acheter en gros, puis vous le divisez en 2 vos achats, donc déjà là tu économises parce que tu achètes en gros. Et puis, ça te coûte moins cher. Mais d'une manière générale, le principe de base, c'est de ne pas acheter de choses préparées. Tu les fais toi-même. Oui, à part, évidemment, des choses plus longues à faire comme le pain ou des choses comme ça. Mais sinon, tu fais. Mais moi, il y a une époque, je faisais mon pain, je faisais mes yogourts, je faisais mes pizzas, je faisais tout. Et puis, j'avais vraiment un budget qui net, vraiment, ça tournait bien. Donc de suivre son budget et de pas tomber dans l'endettement pour un peu couper tout ce qui est superflu, ça demande quand même un petit effort et un petit réajustement dans la vie de tous les jours. Et aussi au niveau tu disais de savoir, est-ce qu'on sait si on est au-dessus de nos moyens ou pas. Le logement, c'est une énorme dépense dans le budget des familles. Il ne faut pas se leurrer. Surtout ceux qui habitent dans des grandes villes, le logement, c'est un poste monstrueux. Et ce qu'on dit habituellement pour faire un budget, c'est qu'il ne faut pas que ça dépense un tiers des dépenses. Il ne faut pas que ça dépasse le tiers de tes dépenses mensuelles. Si tu passes la moitié de tes dépenses, c'est dur à dire ça, si tu passes la moitié de tes dépenses mensuelles dans du logement, tu risques de vraiment avoir des difficultés à joindre les deux pour le reste. Donc si ton logement te revient à la moitié de tes revenus, tu as un problème. Essaye de trouver moins cher, trouve un moyen de te loger moins cher. C'est pareil même pour, par exemple, des personnes qui s'achètent une grosse voiture alors qu'elles n'ont pas forcément le budget ou bien l'argent qui va avec pour pouvoir l'entretenir. Et du coup, ils se retrouvent dans les dettes. Donc, l'idée ici aussi, c'est que il faut qu'on apprenne à se discipliner en sachant que voici ma saison. Dans cette saison, je peux conduire une toute petite voiture. Peut-être dans la saison prochaine, j'aurai une plus grosse. Peut-être j'aurai un plus grand appartement. Et ça, dans tous les domaines, en fait. Et il faut se mettre aussi dans une mentalité d'épargne et non dans une mentalité de dépense. Des fois, on a une mentalité de dépense parce que il nous reste juste assez, mais la semaine prochaine, j'aurai encore de l'argent qui vient. Donc, on roule comme ça et on vit, on se dit, on est bien, mais au fond, exactement, mais on vit au maximum de ce qu'on a. On n'a pas des épargnes à long terme. Or que si on vit dans une mentalité d'épargne, donc même quand je suis en mesure de me payer quelque chose d'un peu plus cher, je choisis quelque chose d'aussi confortable, mais d'un peu moins, pour pouvoir justement avoir une plus grande marge de manœuvre. Quand on était petit, on le faisait quand on jouait au Monopoly. Quand on avait un billet de 50 floues, on le mettait sous le carré de jeu. Là. Et je pense que dans la vraie vie, il faut aussi faire ça. Si tu as ta paye, tu en mets déjà 10% de côté dans une épargne. Après, tu seras très étonné de te rendre compte que tu as un bon petit coussin, tu t'en étais pas rendu compte. Et tu vois, Anne, tu parles de 10%, il y a une chose aussi que je trouve qui est très importante, qu'on n'a pas encore mentionné, mais c'est vraiment de... Tu voles ma réplique. Remettre la dîme à Dieu d'abord. Moi, je crois que ça doit être, quand on fait le budget, première chose en haut. Et je crois qu'avec 90% sous la bénédiction, vraiment, on va en faire beaucoup plus qu'avec 100%. Exactement. Mais le problème, si on peut appeler ça un problème de la dîme, ce qu'on entend régulièrement, c'est j'ai déjà plein de problèmes d'argent, pourquoi est-ce qu'on va mettre un joug supplémentaire à me dire de donner ma dîme alors que je suis déjà étranglée et quand on donne notre dîme, vous serez d'accord, on ne perd pas d'argent et puis ça nous amène au sujet de la semence. Est-ce que pendant ces temps d'endettement, est-ce qu'il y a de la place dans le budget pour de la semence en plus de la dîme? Moi je dis toujours, il y a justement mon mari vient de donner un message récemment sur comment prospérer pendant une crise économique et il disait si te reste peu d'argent et tu dois investir soit chez Apple ou chez le boulanger du coin, tu vas investir où? Et tout le monde va dire chez Apple parce que Apple va faire fructifier l'argent que tu vas lui donner. C'est la même chose. Le peu que tu as, au lieu d'essayer de voir comment je peux régler les deux bouts, si tu le remets à Dieu, Dieu va faire fructifier ça. Et c'est quelque chose c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre cela. On pourra en discuter toute la journée, mais si la conviction n'est pas personnelle, que c'est vraiment Dieu qui est la source de mes revenus. C'est lui vraiment qui pourvoit pour moi. Et si on arrive à comprendre que Dieu est un pourvoyeur
et qui connaît nos besoins et qui répond à ces besoins-là et qu'on accepte cela, on n'aura pas de problème à donner. Parce qu'il y a toute cette dimension dans le naturel où on est sage et puis Dieu nous a donné un cerveau, donc c'est bon de l'utiliser et de mettre en application toutes ces choses-là, mais il y a aussi une dimension de la grâce et du surnaturel qui fait que on peut faire nos calculs, on n'y arrive pas, et puis pourtant on voit Dieu qui pourvoit. Comme on l'a dit en début de semaine, que sur le plateau, 3 de nous avons été sous le seuil de pauvreté, mais comme Anne, moi quand je l'ai su, je me suis dit, on a à manger, on n'est pas des mendiants, on a une voiture, et tout. C'est sûr, on roulait pas sur l'or, mais il nous manquait absolument rien. Et on a vu, et comme vous l'avez vu dans votre vie aussi, Dieu faire le plus, Dieu faire en sorte que justement on ne tombe pas dans cette pauvreté, de précarité extrême. Et donc la semence, c'est quand même une porte ouverte pour que Dieu puisse agir encore plus grandement dans nos vies. C'est sûr qu'il ne faut pas le faire pour que Dieu bénisse. Non. On le fait parce qu'on sait que ça plaît à Dieu, puis c'est comme ça. Mais on le fait pas pour que Dieu nous rende, parce que ça serait un petit peu tordre le principe. Aussi, moi je suis de ceux qui pensent que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ça s'applique vraiment dans notre vie. Dans Proverbe 3:9, c'est dit: honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Pour moi, ça va de soi, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, la suite logique est que nos greniers seront remplis d'abondance. Donc il n'y a même pas... Enfin, c'est écrit. La Bible le dit, c'est écrit. Dans l'idée des semences aussi, une chose, des fois, on pense que c'est juste en argent qu'on peut semer, mais on peut semer des choses. Et quand on était dans cette période sous le seuil de la pauvreté, j'avais vraiment à cœur, j'ai semé des choses, des plus grandes, des plus petites, mais j'ai semé beaucoup de vêtements dans ma vie. Et plus tard, j'ai récolté énormément de vêtements pour mes enfants, pour moi-même. Et quand on sème des patates, d'habitude, on récolte des patates. J'ai semé des vêtements, j'ai récolté plein de vêtements. Ça fait que c'est un principe aussi qui est très biblique quand on sème. De toute façon, Dieu honore les cœurs généreux. Hein. Mais c'est ça. Et comme on sème, mais ça bénit des gens. Exactement. Puis c'est toujours un passage de relais. Hein. Ça, c'est le principe de la vie. Et comme on l'a dit dans l'émission précédente, l'argent ne nous appartient pas. Les richesses, rien ne nous appartient dans le fond. C'est à Dieu et il nous le confie pour qu'on le fasse fructifier en bénissant les autres, en étant bénis nous-mêmes. Il pourvoit comme ça nos besoins et on déverse aussi sur les autres. Donc, c'est un retour et comme tu dis, souvent tu sèmes, tu vas récolter aussi. À un moment donné, c'est toi qui es dans le besoin et d'autres vont te bénir. Et toi, à un autre moment, tu vas être plus à l'aise et tu vas bénir d'autres personnes. Et c'est comme ça, hein, c'est le principe de la vie, c'est comme ça que ça marche. Donc il ne faut pas être complètement stressé parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Si une occasion se présente où on peut être généreux, il faut l'être. Surtout quand le Saint-Esprit nous parle clairement de semer dans un terrain, là, d'avoir cette mentalité, c'est une mentalité de pauvreté, de manque, de dire non, parce que si je sème, si je donne à cette personne, si je donne à ce ministère, moi il ne va rien me rester. Mais la Bible nous dit que Dieu est celui qui donne de la semence au semeur. Et puis comme dans le naturel, on le dit souvent, mais l'agriculteur qui ne sème rien, ne récoltera rien. Mais notre rôle à nous, c'est d'accepter de nous départir, de semer, c'est ça? Oui, absolument. Puis en fait, je pense que Dieu honore le cœur aussi quand on donne pas nos vieilles choses, nos vieux trucs. Quand on donne des choses qui sont vraiment belles aussi. Je pense que Dieu accorde l'importance à la qualité des choses qu'on donne parce que on peut donner juste pour se débarrasser, mais on peut donner des choses peut-être qui nous coûtent aussi, mais on le fait par obéissance et Dieu va honorer le geste qu'on a fait. Et moi, un jour, j'avais vraiment compris la leçon parce que c'était à l'époque, on était à l'école biblique, puis c'est sûr qu'on roulait pas sur l'or et j'avais une voisine qui m'avait donné un soutien-gorge. Puis c'était... On est dans Parole de femme, tu peux en parler. Mais le soutien-gorge, il avait fait la guerre. Il n'y avait plus d'élastique. Il était vraiment piteux, ce pauvre soutien-gorge. Et je me suis dit en moi-même, ma fille, souviens-toi de la leçon. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, n'offre que des choses que tu aimerais recevoir toi-même. Oui. Waouh. Merci Anne d'avoir partagé ça. Mais c'est un bon exemple. C'est vécu en plus. Tu l'as remercié? Oui, avec un beau sourire. On avait été éduqués comme ça. La femme du directeur de l'école biblique disait toujours:
peu importe ce qu'on vous donne, dites toujours merci. Alors j'étais disciplinée, j'ai toujours dit merci, même quand on m'a offert des choses vraiment, disons, douteuses. Limite. Il y a eu beaucoup de gens généreux qui nous ont donné de très belles choses, mais il y a eu aussi des fois des cadeaux plus douteux. Mais on dit merci quand même. On dit merci. Et dans la Bible, il y a un passage avec le prophète Élisée et la veuve, juste pour conclure, mais pour que ce soit clair pour vous tous qui nous regardez, que Dieu a vraiment un plan pour vous faire sortir des dettes, que c'est pas du tout la volonté de Dieu que vous restiez dans ces dettes, parce que cette femme qui était veuve, elle avait plus rien en fait. Et Dieu a utilisé le prophète pour lui parler, mais pour que cette femme sorte de ses dettes, pas pour lui dire écoute, sois consolée dans ta détresse et dans ta pauvreté. Et je trouve ça vraiment beau de voir comment Dieu l'a bénie, et qu'avec ce qu'elle avait, ce qu'elle pensait ne même pas avoir, comment Dieu a multiplié entre ses mains. Et puis tu vois, mais ça, moi j'aime bien cette histoire parce que ça nous fait dire que même quand on fait des erreurs, on peut se retourner vers Dieu. Maintenant que tu m'as coupé, c'est trop bizarre ce que je viens de dire tout seul. Mais continue. Excuse-moi. Non, mais cette dame, tu sais, elle est venue, son mari a dépensé au point qu'ils étaient endettés vraiment, vraiment mal. Mais la réponse n'était pas, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça, tu t'es retrouvée là-dedans? La réponse était, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis Dieu a trouvé une solution pour elle. Donc pour nous, pour ces personnes qui sont endettées, qui nous regardent, c'est pas comment tu n'as pas pu bien gérer, mais que maintenant que tu sais ce que tu dois faire, va vers Dieu, il va te donner les idées, il va te donner les solutions pour pouvoir reprendre. Exactement. Est-ce que Anne, toi qui es experte du budget, tu as un dernier conseil pratique à donner pour se tenir à ce budget, pour performer avec excellence dans le budget? Moi, la base de tout, c'est de rendre des actions de grâce. Et puis quand on fait son budget, c'est aussi quelque chose de spirituel. Le faire aussi devant Dieu. Priez quand vous faites votre budget et puis remettez-le dans les mains de Dieu. Puis peut-être que quand vous allez faire la soustraction, entrée moins dépenses, il ne va plus rien rester, peut-être même que vous allez être dans le rouge, remettez-le au Seigneur en disant Seigneur, regarde, si tu ne mets pas vraiment ta main, je ne vais pas joindre les deux bouts, et il va le faire. Amen. Donc de faire un budget, c'est pas une corvée. On peut le dire. J'essaye de me convaincre. C'est pas une corvée, mais comme Anne l'a dit, faire votre budget, ça peut être une occasion de remettre toutes ces choses-là entre les mains du Seigneur et de voir que ce qui est impossible à vous est possible à Dieu, et de vous attendre avec foi à ce que Dieu va faire, comment Dieu va pourvoir à vos besoins. Vous pouvez, en faisant votre budget, prier en langue, déclarer la parole sur vos finances, dire que vous allez de gloire en gloire, que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme, et que après avoir sondé toutes vos motivations, comme on l'a dit, que vous ne cherchez pas l'argent juste pour l'argent, mais que vous croyez que Dieu aime vous bénir, que Dieu est bon, et attendez-vous à sa bénédiction, et n'hésitez pas, comme on l'a dit, à semer, à garder un cœur généreux, parce que la générosité n'appartient pas aux riches. La générosité est une attitude de cœur, peu importe votre situation. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes sur le thème des finances.